Allez, j'ai dit que je serais plus joyeux. J'ai promis de mettre un peu plus de soleil dans cette intro et arrêter de vous pourrir votre début d'écoute avec mes états d'âme. Quelle idée en 2022 d'avoir des angoisses et d'être un peu déprimé. La vie est belle, le monde nous attend, mais si, regarde, il est là. Il nous tend les bras, il dit viens là mon gars, toi et moi ça va être une sacrée aventure. Et puis quoi le désastre écologique à venir? Je suis pas un ours polaire, merde. Et puis on va dans le bon sens, le sport montre l'exemple, quelle belle année. JO d'hiver à Pékin, Coupe du Monde au Qatar, bientôt sur tous vos écrans, le Paris-Dakar au pôle Nord. À croire que dans les mecs qui prennent les décisions, il y a 2-3 éjaculateurs précoces qui trouvent que la sodomie est un peu trop longue. Bon allez, dansons avant l'apocalypse, soyons heureux d'être encore là. Bientôt on se retrouvera dans la métaverse. Merci Alex, toi et ta génération, vous avez bien tout flingué. J'aurais tellement aimé vivre à ton époque quand tu me racontes ton adolescence pendant les 30 glorieuses. Vénard va. Bon allez Jules, joyeux on a dit, joyeux. Je serais quand même mal placé de me plaindre, moi le petit bourgeois. J'ai mes deux jambes pour jouer au foot, mes deux yeux pour regarder ceux qui savent vraiment le faire. Et on vit une époque formidable d'ailleurs sportivement. Foot, tennis, rugby, basket, le niveau n'a jamais été aussi élevé. Les records tombent, les troupes de fans grossissent, nos portefeuilles maigrissent, les enfants pleurent de joie, les autres construisent des stades. Et puis le Covid c'est fini, on en sort. On va pouvoir se voir, on va pouvoir se serrer dans les bras, s'embrasser, s'aimer. C'est ça notre grande crise. Vous voyez la chance qu'on a, notre génération n'a pas connu la guerre. Demandez à Alex comment c'était. Bon, même si c'est vrai que si ça continue comme ça, on est bien parti pour aller jouer dans la gadoue à la frontière ukrainienne. J'avoue que moi qui ai un peu peur d'à peu près toute forme de vie dépassant les 50 cm d'envergure, ça m'arrange pas. Et je crois bien qu'un russe c'est un peu au-dessus en termes de taille. Bon allez j'arrête, on éteint tout, sauf pour les matchs. On se met off, on arrête les actus, je veux pas entendre parler d'un autre Z que le double. Je vais me retirer, changer, je vais changer. De fringues, de manière de vivre, de consommer, je vais tout changer. Balancer les portables et les ordis. Le seul truc qui changera pas, c'est le foot. C'est immuable, ça bougera pas. Quand on me demande si je préfère ma mère ou mon père, je réponds Alexander Fry. Quel bonheur d'être fouteux. Ignorons les scandales, fermons les yeux. Du jeu, du jeu, du jeu, du jeu. C'est ça qu'on veut. Comme des gamins. On veut tacler dans la boue, voir des lucarnes, des pleurs et des rires, des sombreros et des cartons rouges, de l'injustice et de la mauvaise foi. Vous voyez pas qu'on veut juste s'amuser? C'est pour ça qu'on aime ce sport. C'est pour ça qu'on le regarde, qu'on le joue, qu'on le bouffe. On veut juste s'amuser. Alors à tous, fouteux et non fouteux, d'ici ou d'ailleurs, même les Nantais et même les mecs qui regardent du golf à la télé, s'il vous plaît, laissez-nous juste pour un moment, être des enfants, laissez-nous simplement nous amuser. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Poteau Carré. Les jours s'allongent, les échéances européennes sont là. On a envie d'être heureux, on a envie de voter à droite, on a envie de penser à soi, on a envie de parler de football. La petite équipe, toujours la même autour de moi. À ma droite, il bosse d'arrache-pied sur tous nos formats. C'est la pierre angulaire de ce média. Il est à 100% concentré là-dessus. En même temps, en parallèle que son association à but non lucratif nommée Green for 14 qui vise à planter plus d'arbres aux abords du Groupama Stadium afin de fournir de l'oxygène à Léo Dubois. Val, tu peux nous parler de ta petite asso? Bah écoute, bonjour Jules. Par contre, j'ai l'impression que t'as complètement été vacciné par Pierre Rondeau. T'as envie de voter à droite ou quoi maintenant? Je sais pas ce qui m'arrive, je suis libéral. Tu es démocrate libéral, c'est ça. À ses côtés, encore plus à droite, et je parle pas de politique, je parle de position géographique dans la pièce, l'esthète, l'amateur du beau jeu, celui qui ne fait aucune concession. Il déteste Didier Deschamps et adore Kanga Calais. Il déteste Michael Jackson et adore Émile Louis. On voit que la notoriété ne lui fait rien. Il observe, il analyse, il donne sa préférence. Ça va Flo? Tant qu'il n'y aura pas de preuve, je ne suis pas sûr qu'Émile Louis ait fait moins de mal aux enfants que Michael Jackson. Mais voilà, mais il chante moins bien. Oui, mais... oui, c'est vrai. Merci pour ce commentaire artistique, Flo. Vraiment, bientôt chroniqueur sur MTV. À distance, ça fait 2 mois que je l'ai pas vu. Il me manque. Le scandale Orpea l'a frappé de plein fouet. Je soupçonne sa famille de le séquestrer dans l'un de ses établissements puisqu'il n'enregistre plus qu'à distance. Alex, encore en vie? Oui, je suis là. Non, mais si seulement c'était la famille qui me séquestrait, mais oui, ça va, tout va bien. Quand t'as fait la description de Flo, j'ai cru que tu parlais de moi, parce qu'il faut pas oublier que Kanga Calais a joué à Marseille et que je déteste Deschamps aussi, donc... Ah ok, j'ai cru que t'adorais Émile Louis. Je me suis trompé. Je me suis dit, où est-ce qu'il va avec cette phrase-là? Je savais pas trop. Bon bah Alex, ravi que tu sois encore en vie. On va demander aux gens qui te séquestrent de te séquestrer un peu moins, même s'ils te payent plus que ta famille te paye. Je sais pas où je vais avec cette phrase. Les gars, on enchaîne. Petite question PMU, petite odeur de bistrot. On va sur l'actu, un avis rapide parce qu'en plus on est le jeudi 17 février, donc on sort de ce magnifique barrage Naples-Barcelone, donc c'est ça qui m'a donné l'idée. Un avis rapide, je veux une moitié de justification chacun, beaucoup de mauvaise foi. Ferran Torres, Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang, les 3 recrues offensives du Barça cet hiver, lequel va le mieux réussir dans le club selon vous?
Ferran Torres, Alors- la question se pose même pas. D'ailleurs aujourd'hui, c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion tout à l'heure. En fait aujourd'hui c'est l'homme du match complètement parce que il se crée toutes les occasions à lui toute seule et il les rate aussi pour le coup. Mais alors que c'est bizarre parce que normalement il est assez clinique comme joueur. Mais non, clairement Ferran Torres c'est un vrai joueur de foot et puis juste faut rappeler qu'il a 21 ans. Ouais, c'est ça. C'est l'âge, le potentiel et le niveau déjà du joueur fait que forcément il sera au-dessus. En plus, il a déjà été formé par Guardiola, donc je pense que pour le Barça, ça servira d'une référence. Mais par contre, je voulais vraiment souligner le début le renouveau d'Adama Traoré avec le Barça là. Il était un peu en perte de vitesse en début de saison avec Wolverhampton et il est absolument énorme dans son couloir. Il fait différence sur différence. Il est extrêmement bien huilé. Il est extrêmement bien huilé. Mais ça a toujours été. Ça a toujours été. Ça a toujours été. Mais non, je trouve qu'il fait des différences assez folles et il apporte quelque chose que le Barça n'avait pas. Même si le penalty du Barça ce soir est assez scandaleux. J'ai Mais- appris un truc aujourd'hui sur le match. En fait, je savais qu'il se mettait de l'huile de bébé sur le corps pour éviter Oui. que les autres l'attrapent. En fait, j'ai appris qu'il avait vraiment un problème à l'épaule. Oui, Parce qu'à chaque fois, les mecs- C'est un commentateur Ouais, de la ouais. RMC qui l'a dit. Est-ce que c'est vrai, machin Bah, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, si c'est vrai, ça, Oui, c'est qu'à force ça d'être atténue un petit peu le fait de mettre de l'eau. Pour de expliquer la aux popo- gens, c'est que sur soi-disant, le c'est bébé. qu'à force d'être attrapé par l'épaule, etc., il aurait des faiblesses à Ouais. l'épaule et des blessures à répétition. Et donc, en fait, il fait ça aussi pour pas qu'on l'attrape et pour pas que ça répète les blessures à l'épaule. En tout cas, n'oubliez pas une chose, Adama Traoré ne fait pas de muscu. Il l'a dit. Oui, ça, il le dit, ouais. Pas plus que les autres. Ouais. Mais bizarrement, quand moi je le dis, Un c'est peu plus que crédible. Pastore, quand même un peu. Moi, c'est un peu plus crédible quand moi je dis que je fais pas de muscu. Alex, toi, t'es d'accord avec nos comparses? Évidemment, Ferran Torres, je dirais que c'est peut-être le seul recrutement logique des trois. On a l'impression que les deux autres, c'est un peu un choix par défaut, précipité. Et voilà, je crois que c'est évidemment le seul qui peut compter dans l'histoire du Barça et que les autres ne seront que de passage. Bon, bah vous êtes tous d'accord, cette question était pas ouf. On enchaîne sur notre grand format du jour. Alors pour ce nouvel épisode, vous en avez l'habitude, on va essayer d'attirer vos regards vers une équipe qu'on kiffe, une équipe qu'on regarde et qui ne fait pas la une de tous les grands médias. Cette semaine, direction Séville, le Betis, la belle alliance Pellegrini-Nabilon, champion du monde, on le rappelle, mais pas que. Petit zoom sur la belle saison du Betis Séville qui, sous la houlette de Manuel Pellegrini, crée pour l'instant la surprise en Liga. Alors ce qui est drôle, c'est que les derniers épisodes, que ce soit Brighton, Offenheim ou même l'Union Saint-Gilloise, les choses s'expliquaient facilement car on trouvait très vite des méthodes de travail particulières, des directions sportives inventives, des dirigeants originaux, mais là, rien. Enfin, pas grand-chose, ça bosse normalement, si je peux dire, mais ça marche cette année, donc est-ce que c'est un alignement des planètes? Pour plein de raisons, on y reviendra, mais déjà, on va revenir à la relégation du club en 2013-2014, même un peu avant, ça remontait, et qu'est-ce qui a changé depuis, déjà au niveau de la direction? Et déjà, on va faire un petit rappel historique, pour tous ceux qui connaissent pas le club, sur qu'est-ce que le Betis Séville en Espagne, à Séville, quels sont ses supporters, quelle est sa représentation? Alors on est sur le Real Betis Balompié. Parce qu'on aime bien espagnoliser les mots étrangers. Le Betis, il a été créé en 1907 et en fait, ce qui est très marrant, on va voir plus tard que le derby avec le Sevilla FC est ultra structurant, ultra fédérateur dans l'histoire du Betis, et que le Betis se crée donc en 1907 puisqu'il y a une scission au sein du FC Séville. Le FC Séville, c'est à ce moment-là le club de la bourgeoisie, ça l'est d'ailleurs toujours un petit peu. Et en fait, ce club va refuser un joueur parce qu'il vient de la classe ouvrière. On est sur des valeurs très sympathiques de la part du Sevilla FC. Et donc, il va y avoir une scission dans le club. Le Betis va donc être créé, va notamment faire une fusion avec le club de Ballon-de-Pied, qui est l'autre club de la ville. Et c'est comme ça que va naître le club. Et le nom, juste pour l'anecdote, et on va voir que ça a une importance, c'est que le nom de Betis, ça fait référence à la région, à l'époque des Romains, qui était appelée la région Bética, et du Guadalquivir, qui est ce fameux club qui traverse Sevilla, qui s'appelait le club Betis, à cette même époque romaine. Et en fait, c'est ce qui donne aujourd'hui aussi l'identité des Béticos, c'est-à-dire des supporters du Betis, qui sont moins dans la ville, puisque Séville est une ville très bourgeoise, plutôt acquis à la faveur du Sevilla FC, et c'est plutôt les quartiers alentours, plutôt populaires, et surtout les villages aux alentours. Et sur des banlieusards. Voilà, le Betis c'est plus le club, et d'ailleurs il joue en vert et blanc, qui sont les couleurs de l'Andalousie. Verdi Blancos, comme on dit. Du coup, Alex, est-ce que tu as des trucs à nous rajouter sur l'histoire du club plus que sur l'histoire originelle de Séville? Parce que si on écoute Flo, a priori, on va revenir en moins 2000 avant Jésus-Christ. Mais plus sur le club en lui-même, sur le club de foot, comment ils ont évolué au XXe siècle, comment ils sont créés, comment ils ont grandi. Flo l'a très bien résumé, et c'est un schéma assez classique des villes de foot où il y a plusieurs clubs. On n'a pas la chance de trop connaître ça en France. Mais il y a évidemment le club phare qui est un peu structuré par l'argent, si on prend un schéma un peu basique, et l'autre qui se crée en opposition au club qui domine la ville.
Donc le Betis est né un peu de ça, évidemment avec cette anecdote qui est assez sidérante maintenant de l'histoire du joueur qui venait d'une classe ouvrière. Il faut savoir aussi qu'au début, pour la petite anecdote, il jouait en bleu et blanc. Et c'est avec un jumelage avec le Celtic Glasgow, qui a évidemment cette forte culture catholique aussi, qu'ils ont commencé à prendre ces couleurs vertes et blanches avec les bandes verticales, qui sont aussi les vraies couleurs du drapeau andalou que évidemment tout le monde... Notamment pour ça que cette année, leur maillot extérieur est bleu d'ailleurs. Et ben tu me l'apprends. Je te l'apprends, mais ça me fait mais plaisir effectivement, de le lien est tout fait. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que très vite, il y a eu vraiment un schisme, une séparation entre les deux clubs. Et Flo a raison d'insister sur cette dualité entre le FC Séville et le Betis, parce qu'elle a vraiment, en fait, elle a créé l'identité de chaque club et surtout la puissance de chaque club dans le pays. Il faut savoir que le Betis, par exemple, c'est la première équipe à accéder à la première division en 1932 et c'est la première aussi à remporter la Liga par rapport à Séville. Et surtout, dans la période franquiste, c'est une équipe qui, elle, est descendue en troisième division et a vécu des heures très sombres, tandis que le FC Séville grandissait à côté. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que, par exemple, il n'y a jamais eu de sponsor maillot de la région qui a pris parti pour un club parce que trop peur de se priver du soutien d'une partie de la population. Donc on est vraiment sur un derby, mais puissance 1000, quoi. Non, c'était très intéressant ce que disait Alex sur le côté, évidemment, cette dualité, cette opposition entre le club populaire et le club bourgeois, elle structure l'histoire du Betis. Le Betis, en termes de palmarès, il faut effectivement se remettre, c'est seulement 2 Copa del Rey et eux seulement une Liga, la dernière avant la guerre civile espagnole en 1935. Le budget aujourd'hui, il est à peine de 100 millions. C'est un club qui a investi en 6 ans 200 millions, là où le Sevilla FC a fait plus de transferts un peu plus majeurs. Et cette dualité, on la voit aussi quand le Sevilla FC, quand le Betis est descendu en deuxième et même en troisième division. Il a un peu vécu dans l'ombre claire des géants d'Espagne, mais même de son voisin du Sevilla. Et ça se retrouve dans le slogan aujourd'hui du Betis, qui est Biba el Betis Manque Pialda, ce qui veut dire vive le Betis. T'es plus à l'aise en allemand quand même. Alors ce n'est pas de l'espagnol, c'est de l'andalou. De l'andalou, c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué. Et on a ce côté vraiment dualité avec cette bourgeoisie sévillane dans la ville et plutôt les quartiers, type le quartier des Léopolis, qui est le club du stade Benito Villamarín, qui accueille les 40 000 socios béticos. Mais par contre, en dehors de ça, en termes d'Espagne générale, le Betis, c'est un club qui est plutôt apprécié parce que c'est un club qui a une vraie fidélité, qui a des supporters avec une vraie chaleur, une vraie fidélité, mais aussi une vraie autodérision. Il y a pas mal d'anecdotes sur la fidélité de ses supporters. C'est un club avec des socios. Il y a par exemple un socios qui est donné souvent en exemple. Alors j'ai pas le nom de ce socios, mais qui vient à chaque match avec l'urne des cendres de son père, puisque son père, avant son décès, lui avait demandé de le faire. Il y a beaucoup. C'est vrai que c'est pas mal en termes d'autodérision. C'est bonne vanne. Les cendres du père, c'est un certain humour. À l'inverse, sur la jeunesse, il y a beaucoup de parents qui prennent une carte de membres de sociaux à leur enfant dès leur naissance, pour qu'ils soient sociaux dès leur naissance et pas une fois qu'ils veulent suivre le club. Et évidemment, dans ces anecdotes de derby, il y en a une ultra intéressante. Alex parlait très bien de celle des sponsors qui refusent de se mouiller. Il y a des maires de la ville, notamment un ancien maire de la ville qui était supporter bético, donc un supporter du Betis, et qui ne pouvait pas mettre les pieds à Sánchez Pizjuán, sinon il était vraiment complètement conspué. À tel point qu'en 2000, le Sevilla FC, qui jouait, je crois qu'il était déjà descendu, il joue la dernière journée contre Oviedo. Oviedo qui lutte à la relégation contre le Betis à distance. Évidemment, je vous le donne en mille. Le Sevilla FC à domicile, poussé par ses supporters, fait exprès de perdre pour faire descendre le Betis et maintenir Oviedo en première division. Mais voilà, il y a vraiment cette dualité qu'on retrouve aussi avec des artistes. Il y a un artiste espagnol, El Arrebato, qui est meilleur en allemand, lui. Un chanteur qui a composé l'hymne du centenaire du Sevilla FC et qui aujourd'hui est refusé dans beaucoup de villes et de villages où les maires sont plutôt pro-Betis que pro-Séville. Et la dernière anecdote, c'est qu'un des événements en dehors du foot qui est le plus structurant de la ville, c'est évidemment les férias andalouses de Séville. Et à ce moment-là, un petit peu comme les sponsors, la ville ne choisit pas et se divise vraiment en des quartiers rouges et blancs et des quartiers blancs et verts. Et c'est là qu'on voit vraiment l'opposition entre les deux clubs.
Donc aujourd'hui, on voit bien que le Betis, c'est un club très populaire. Vous en parlez tout à l'heure, qui vient plutôt de banlieue. Pourtant, on a parlé avec des supporters du Betis avant d'enregistrer l'émission. On est quand même sur un club qui a 50 000 abonnés, ce qui est énorme en France. Donc, qu'est-ce qui représente ce club-là en Espagne, dans le monde, par exemple, Alex ? Bah, tu l'as dit, moi j'avais pas le chiffre des 50 000 socios, j'étais plus dans les 40, mais si vous C'est l'avez... 40 000 socios, mais plus de 50 000 abonnés. 55 000 abonnés. Tous les abonnés ne sont pas socios. Mais il faut savoir que du coup, ça en fait la troisième équipe du pays derrière le Real et le Barça, ce qui est énorme quand on sait des clubs comme l'Atlético, comme Valence, comme l'autre Séville. Il y a également 400 associations de supporters dans le monde, en Amérique du Sud et dans d'autres pays de l'Europe. Et en fait, c'est un club qui colle à la peau et qui, à la manière un peu de Benfica, qui est un club qui est vachement suivi dans le monde entier, il a une vraie histoire et surtout, il est très suivi malgré un palmarès qui, en fait, est assez faible. Et c'est ça qui fait un peu la extrêmement magie de ce maigre, club. même. Bah voilà, c'est ça qui fait la magie de ce club, c'est que on parle de millions de supporters pour un club qui a une Liga et je crois 2 coupes, on l'a dit au début. Mais c'est aussi pour ça qu'on voulait parler de nous de ce club-là. C'est pas que pour la forme actuelle, c'est aussi pour ce côté ultra populaire dans le monde malgré les résultats qui en fait un peu un ovni. Comme je le disais dans mon intro, on a fait des clubs comme Hoffenheim, comme Brighton qui bossent de manière très intéressante et c'est pour ça qu'on en parlait. Là, eux, ils bossent de manière entre guillemets plus traditionnelle, mais c'est un club ultra populaire qui est suivi partout dans le monde. Val, tu voulais rajouter un truc sur leur vie, enfin comment on les voit en Espagne, dans le monde, à Séville? Ouais, c'est ça. Non, mais il faut vraiment juste confirmer que c'est vraiment un club vraiment très référencé en Espagne. Déjà, il y a un élément dont on n'a pas parlé encore, mais la taille du stade. Aujourd'hui, ils ont un stade qui fait 60 000 places. C'est l'équivalent de stades comme Marseille ou Lyon, tu vois, aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, ça montre l'importance de ce club-là. Et on l'a dit, 55 000 abonnés. Et ce qui est marrant, c'est du coup, on en discutait un petit peu avec Fabrice, qui est du compte Real Betis France sur Twitter, qui nous a un petit peu aidé pour préparer l'émission. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, il y a 55 000 abonnés et que du coup, la demande en place est très forte et que l'offre est assez faible, parce que du coup, il reste plus que 5 000 places disponibles dans le stade. Et malgré le fait que ce soit un club très populaire, et aujourd'hui, il y a des tarifs qui sont très élevés, notamment. Alors, les billets, les abonnements, il y en a, mais par contre, pour les billets. Même pour les billets. Non, mais en gros, les abonnements sont pas si onéreux, mais c'est les billets qui restent. Oui, c'est les billets restants, les 5000 places qui restent par rapport aux. Du coup, on voit très bien du coup qu'il y a une vraie nuance entre le côté sportif du club et le côté populaire du club. Qu'il y a vraiment un écart de dingue parce qu'au final, leur palmarès est maigrissime. Si on se rapproche un peu plus de notre époque contemporaine. Depuis la remontée, donc j'en parlais tout à l'heure, donc il y a eu la descente en 2013-2014, une remontée immédiate ensuite. Depuis la remontée, on a connu tous la période Quique-Sétienne, cette magnifique équipe du Betis qui s'est fait éliminer en Europa League par le Stade Rennais d'Hatem Ben Arfa et Ismail Assar. Mais il y a quand même, en général, ça reste une équipe qui est quand même assez instable, que ce soit en termes des coachs, des résultats, jusqu'à aujourd'hui. On verra si ça dure, mais en tout cas, voilà. Est-ce que vous pouvez me parler plus de cette époque plutôt récente des années 2015 ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit aujourd'hui cette équipe qui fonctionne bien, même sous Quique-Sétienne, c'est une équipe qui fonctionne bien avec des petits moyens, qui arrive à un petit peu mieux travailler qu'avant, mais effectivement, historiquement, il y a une grande instabilité et une mauvaise gestion qui a été un peu instigée par Manuel Luis de l'Opera, qui a été un problème avec l'espagnol, qui a été le président historique du club de 92 à 2006 et qui a été un président à la gestion catastrophique. Alors c'est lui qui a mine de rien aussi amené un petit peu les années fastes où il a notamment balancé 31 millions sur Denilson à la fin des années 90, ce qui a été un échec, mais c'était un mec complètement provocateur, mégalo, à tel point qu'il a quand même de son vivant en étant président renommé le stade à son nom avant qu'il redevienne Benito Villamarín ensuite. C'est un mec qui a accusé le président du Sevilla FC, Roberto Alès, d'avoir des problèmes d'alcool et d'infidélité et qui a accusé justement Denilson, quand il n'était pas performant, de coucher avec des mineurs sur son propre joueur. Personne n'a jamais dit le contraire. Qui ne l'a pas fait. Voilà. Qui ne l'a pas fait. Accusation classique. Ça y est, les borders. 20 minutes d'émission, il devient border. Évidemment, je vous cache pas qu'il a été condamné pour détournement d'argent, fraude fiscale. Donc finalement, il a enfin quitté le club. Mais pas de problème d'infidélité, pas de problème d'alcool a priori. Mais il a quitté le club il y a que 15 ans. Donc il a participé à cette mauvaise gestion sportive, financière, et aussi à la culture de l'instabilité chez les Béticos. Ouais, la culture de l'instabilité, elle était déjà là. Alors même depuis la remontée, il y a eu l'aventure Quique-Sétienne, mais qui au final a duré que 2 ans et qui s'est même pas très bien terminée
avant son départ au Barça. Et puis même avant ça, il y a eu une forte période d'instabilité. Il y a eu un nouveau président, un nouveau directeur sportif en 2017. Alors son nom m'échappe, mais est assez référencé. Serra Ferrer. Exactement, Oui, voilà, exactement. merci beaucoup. Le mec était arrivé, et genre en un an, il a complètement changé l'équipe. Donc c'est quand même bizarre. Il a vendu 14 joueurs, je crois. Il y en a que 6 qui sont restés. Il y en a qui sont partis en prêt, il y en a qui sont arrivés. Donc tu vois, ça prouve aussi un petit peu cette instabilité qu'il y a au club. Et c'est ça qui est paradoxal avec la situation actuelle, parce que là, on a l'impression qu'ils ont peut-être trouvé un espèce de semblant de stabilité avec Manuel Pellegrini, ou dont on parlera un petit peu plus tard. Mais pour revenir à ce qu'on disait sous Quique Sétienne et le travail de Lorenzo Serra Ferrer, qui a mis un accent sur la formation, qui allait chercher des joueurs, il y a eu plusieurs joueurs qui sont sortis ces 4-5 dernières années, grosso modo de 2016 à 2019-2020, soit à la relance, soit des jeunes formés. Il y a eu Denis Ceballos qui est passé par le Real, alors qui lui en plus a été formé au Séville FC, qui a fini sa formation au Betis. Il y a eu Junior Firpo qui est parti au Barça alors qu'il s'est un peu perdu. Il y a eu Emerson, Fabian Ruiz qui est le joueur formé au club. Et qu'on a encore vu ce soir, jeudi 17 février contre le Barça, c'est hallucinant. Qui est magnifique au Napoli. ce joueur. Délicieux. Il y a Pau Lopez, l'actuel gardien de Marseille, qui est passé là. Et puis ils ont aussi bien relancé, évidemment on parlera d'un certain joueur de la banlieue lyonnaise, mais ils ont aussi relancé un moment Lo Celso quand il est parti du PSG. Donc il y a vraiment beaucoup de joueurs relancés, hein, même Aïssa Mandi, mais c'est ça, mais était énorme pendant longtemps là-bas. Mais tu vois, pareil, c'est souvent des joueurs qui se relancent et qui repartent directement après. Lo Celso, c'est le meilleur exemple. Il a fait quoi, une saison et demie là-bas, il s'est rebarré directement après. T'as pas de stabilité dans ce club via les joueurs, et c'est pour ça que c'est étonnant là. C'est pour ça que nous on s'en s'empare un peu de ce sujet là aujourd'hui, parce que là il y a une espèce de début de stabilité qui se met en place avec un coach qui est pertinent, qui a pour culture de toujours reconstruire ou de construire des équipes et des mentalités. Vas-y, je crois qu'il y a une transition qui est toute trouvée là, non? Mais oui, Val, c'est ça qui est étonnant quand tu parles justement de la stabilité ou l'instabilité de ce club-là. C'est même au niveau des joueurs, même au niveau de la direction sportive. On parlait tout à l'heure d'Aïssa Mandi qui a été transféré à Villarreal alors que c'était le capitaine du Betis pendant longtemps. Ça rime un peu à rien. Ils vendent un de leurs piliers à un de leurs potentiels, on va dire, concurrent principal entre guillemets au dernier strapontin européen. Il y a un espoir pour le Betis qu'on voit cette saison et que peut-être que ça va durer, c'est que malgré la belle période qui s'étienne, il semble qu'il y ait cet homme, Manuel Pellegrini, qui a une largement meilleure image auprès des supporters et qui fait un travail beaucoup plus de fond dans ce club-là, que ce soit au niveau de la formation des jeunes, du coaching, de la relation avec les joueurs. Qu'est-ce qu'on peut dire de Manuel Pellegrini? Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière sur la carrière de ce coach-là et sur son histoire? On peut revenir très loin en arrière, parce que c'est quand même quelqu'un qui a aujourd'hui 68 ans, Manuel Pellegrini, donc il commence à se faire un petit peu âgé. Et en fait, il faut savoir, à la base, donc il est chilien, et il a eu une carrière il a commencé très jeune en fait à s'intéresser au football, à tel point qu'il a commencé à jouer au football dans des divisions qui étaient plutôt modeste, on va dire. Et il a toujours été vraiment passionné par le football. Donc il était joueur et en même temps il travaillait, il apprenait, il faisait des formations pour acquérir les bases d'entraîneur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu une jeunesse vraiment très très active, parce qu'en plus de ses formations et du fait qu'il jouait, il était aussi ingénieur en construction civile. Donc il était universitaire, il travaillait, il faisait énormément de choses en même temps, et ça c'est quelque chose qui l'a beaucoup aidé ensuite dans sa carrière. On va y revenir un petit peu plus tard, mais voilà, il a fait plusieurs voyages aussi en Europe et notamment en Italie pour se former, pour passer les diplômes européens, etc. Et c'est à la fin de sa carrière de joueur qu'il a commencé à entraîner directement après. Il a été directement quasiment nommé entraîneur de l'Universitad de Chile, qui est un grand club chilien. Le plus grand quasiment, ouais. Avec qui ça s'est pas très bien passé, puisqu'il a directement été relégué. Donc il a pas mal appris de ça. Et le Chili, c'est à ce moment-là un championnat correct d'Amérique du Sud, et il est reparti en Équateur, qui est à ce moment-là un championnat un peu inférieur à Quito. Il va gagner un titre. Il y a eu quand même 3-4 clubs entre l'Universitad de Chile. Il a quand même fait 3 clubs après, de toute façon, chiliens. les gars, on va pas faire non plus la fiche Wikipédia de Pellegrini. Ce qui est intéressant, c'est que du coup il a beaucoup bourlingué entre ces deux pays-là. Il a fait ses armes, etc. Nous, notre génération, là où on le connaît vraiment, c'est en Europe. C'est à Villarreal. Voilà. C'est à Villarreal où il fait d'un tout petit club de banlieue avec des joueurs revanchards. On peut penser à Forlan, on peut penser évidemment à Riquelme, mais à Marco Senna, il en fait un club absolument énorme. Il les emmène à la 3e place de la Liga 2005, il les emmène en demi-finale de la Ligue des Champions 2006 où ils perdent contre Arsenal. Et en fait, il va poursuivre.
et la victoire en Intertoto, et il poursuit un petit peu dans ça, c'est-à-dire qu'il y a son passage au Real où on estime qu'il est manqué parce que quand on passe au Real et qu'on ne gagne pas un titre, mais je crois qu'au Real il fait quand même une saison à 96 points où il n'est pas champion, donc ça reste une saison qui est plutôt nette dans ce qui n'est pas le meilleur Real de l'histoire. Après, il a quand même été éliminé par l'Olympique Lyonnais de Miralem Pjanic. Exactement. Et après, un petit peu comme avec Villarreal, il va retourner dans un club un petit peu ambitieux, mais un petit club à Malaga. Il va les emmener dans ce fameux quart de finale contre Dortmund sur lequel on a fait avec Val un what if avec Dessy. Mais toute cette génération-là, en fait, du coup, ensuite il enchaîne Manchester City, il enchaîne City, en fait, où il est champion. Et en fait, ça a toujours été une des grandes critiques qu'on a fait à Manuel Pellegrini, c'est qu'il a jamais vraiment réussi à s'imposer dans des grands clubs. Alors, il y a eu l'aventure City qui s'est quand même plutôt bien passée parce qu'il y a eu des titres, etc. Mais c'est vrai que son expérience à la fois au Real et à la fois à Manchester City, où quand même pas mal de spécialistes restaient un peu sur leur faim, a vachement joué contre lui, alors qu'en vrai c'est un super entraîneur qui a réussi à faire des performances exceptionnelles, alors peut-être avec des clubs de un peu plus bas étage, peut-être sur de la seconde zone un petit peu de la seconde zone, mais sans le terme péjoratif, parce que c'est vraiment des clubs des clubs européens, mais qui ne sont pas voués à l'être à la base, avec qui il a réussi à construire des projets, donc c'est vraiment un super entraîneur. Sur un Unai Emery avant l'heure. Alex, tu voulais rajouter un truc sur Pellegrini? Ouais, ça allait complètement dans le sens de ce que tu disais. Je crois qu'il y a des coachs en fait qui sont faits pour certaines équipes et qui en fait touchent un plafond de verre quand ils arrivent dans des très grands clubs. Quand il arrive à Villarreal, faut savoir que dans son équipe, il y a quand même Riquelme, Diego Forlán, Pepe Reina, Juan Pablo Sorin, Marcos Senna, pour ne citer que. Et en fait, c'est que des mecs qui sont en échec à ce moment-là en Europe. Et on peut se dire, c'est délirant et tout ça, mais il n'empêche que lui arrive à les relancer. Et en fait, je pense que ces joueurs sont un peu à son image dans le sens où il arrive à leur faire croire en quelque chose. C'est-à-dire que ces mecs-là étaient peut-être désabusés du foot et tout comme lui a été désabusé dans certains grands clubs, de finalement de pas être assez concentré sur le football, parce que quand il arrive au Real, faut savoir que c'est la période galactique absolue, c'est l'arrivée de Kaka, Cristiano, Benzema, et que lui il patauge un peu là-dedans. Mais je pense que n'importe quel entraîneur, à moins d'un Guardiola, à moins d'un Klopp, mais voilà, des mecs qui vraiment se sont imposés et ont su se faire respecter par des groupes, n'importe quel mec aurait galéré. Et finalement, peut-être qu'il n'était pas là au moment où il fallait, peut-être qu'il n'avait pas la carrure suffisante pour imposer ses idées à ces mecs-là. Et en fait, pour voir le style Pellegrini, il faut le voir dans des équipes où des joueurs vont répondre à ses attentes et vont accepter ses consignes. Donc on est peut-être plus sur un coach, entre guillemets, c'est ce qu'on disait, de clubs de seconde zone, du type Emery. Il y en a beaucoup d'autres. Peut-être que le débat peut être en ce moment avec Pochettino, par exemple au PSG, qui a peut-être plus de facilité avec les clubs un level en dessous, parce que leur discours passe mieux. C'est peut-être plus des formateurs, des tacticiens avec des joueurs on va dire au charisme moins important que les superstars. Pour finir sur Emery, du coup c'est plus ça son style. Sur Pellegrini. Ouais. Oula, pardon, du coup le lapsus. Pour finir sur Pellegrini, du coup c'est plus ça son style, Flo, c'est plus dans le style de contact avec les joueurs, de formateur. Je suis complètement d'accord. C'est un mec qui va, effectivement, on l'a très bien dit et je vais pas revenir là-dessus, qui a besoin d'être dans des clubs avec des ambitions, mais moins, où il va avoir plus de temps et moins de pression, pas des très grands clubs. C'est lui qui les crée, les ambitions. Ouais, en fait. exactement. Mine de rien, il y a eu son petit échec. Alors, il est passé par la Chine, il y a eu son petit échec à West Ham qui aurait pu être un club qui aurait correspondu à ça. Mais par contre, ce qui est très marrant, c'est que à la fois, je suis complètement d'accord avec tout ça, et le Betis dans l'idéologie ne ressemble pas beaucoup à Manuel Pellegrini. Il a 68 ans, c'est un mec très calme, très serein, très propre sur lui. Oui, c'est vrai. Et le Betis, c'est ce club complètement bouillant, instable, où les supporters sont très fidèles, mais très très chauds. Et mine de rien, en fait, je pense qu'il apporte énormément de sérénité, d'expérience et de calme. Et c'est lui qui apporte en fait toute cette stabilité actuelle, plus qu'une vraie direction sportive, même si elle est performante. Même à ses joueurs, en vrai. Quand tu Ouais, regardes le profil des joueurs qu'il a aujourd'hui, c'est peut-être des joueurs qu'il arrive à canaliser et à faire progresser. Mais je pense que, en fait, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, je pense que ça se représente pas mal dans son surnom qu'on lui donne, qui est issu de la formation qu'il a de base, qui est l'ingénieur. On l'appelle comme ça, et ça prouve qu'en fait l'ingénieur il a besoin de temps pour construire, il a besoin de réflexion, etc. Et lui, voilà, c'est exactement ce dont il a besoin dans son parcours, dans sa façon de coacher, et c'est comme ça qu'il fait progresser ses joueurs. Ouais, complètement d'accord avec vous. Et là où Flo, tu disais, c'est pas vraiment du Pellegrini. Finalement, moi, je trouve que si, parce que cette équipe du Betis, contrairement aux autres équipes qu'on a faites, où on disait souvent, on connaît pas beaucoup de monde, bah, comme à Villarreal, en fait, il y a plein de mecs qu'on connaît et plein de mecs qui étaient pas en situation d'échec, mais qui étaient un peu en galère. Et je crois qu'en fait, ce gars-là, il est parfait pour mettre en symbiose un groupe
qui de base, en fait, dans des grands clubs, arrivent pas trop à s'entendre. En fait, c'est comme si entre ces joueurs et ce coach, il y avait une proximité de on a tous échoué dans des grands clubs. On n'a pas réussi à passer le palier ou alors on n'a pas saisi notre chance. Et là où il est très fort, c'est qu'il a su les mettre d'accord et tracer une ligne entre tous pour se dire, nous tous ensemble, vous tous qui êtes pétris de talent, parce qu'il y a des joueurs incroyables. Hein. On va détailler l'équipe. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi. On en parlera du coup après. Moi, je suis assez d'accord avec Alex. Il y a une similitude. Je suis d'accord avec les joueurs du Betis et avec le coach sur le côté plafond de verre, sur des joueurs qu'on aurait attendu plus haut, qui n'ont pas passé ce plafond de verre. C'est un peu la même chose avec Pellegrini. Est-ce que les gars, pour finir sur Pellegrini, est-ce qu'on pourrait parler peut-être de son approche tactique? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent de ce coach-là? Est-ce qu'on peut voir des similitudes entre ces clubs? C'est quoi sa façon de coacher? Quel est le jeu qu'il veut mettre en place? Ou est-ce qu'il s'adapte peut-être à ces clubs? Là, le problème aujourd'hui, c'est qu'il a construit son projet en fonction d'un joueur qui est Nabil Fekir. Et Nabil Fekir te force à jouer dans un système avec un 10 pur et dur. Donc actuellement, il repose tout son schéma sur un 4-2-3-1 où Nabil Fekir est le dépositaire du jeu. Mais après, il a des préceptes de jeu qui sont assez intéressants, avec des latéraux très hauts, des doubles pivots qui viennent compenser les montées des latéraux, et des joueurs, notamment des ailiers qui sont plus des milieux excentrés, qui rentrent beaucoup dans l'axe, et avec beaucoup de jeux dans ce qu'on appelle les demi-espaces. Alex en avait parlé un petit peu la dernière fois. Donc il a des concepts qui sont quand même très novateurs. Même si là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression, on en parlera un peu plus quand on détaillera l'effectif, mais on a l'impression qu'il joue presque avec 2 voire 3 10 sur le terrain. C'est exactement ça. Vraiment avec Canales ou avec Juanmi et Fekir. Juanmi qui est plus un attaquant qui va prendre la profondeur. Oui, moi, Canales c'est vraiment le deuxième meneur de jeu. Plutôt à Guido Rodriguez. Guido Rodriguez qui joue reculé, un peu en regista. Qui joue reculé, mais qui à une époque jouait plus haut. Mais donc il a plus ce style-là de tactique. Flo, tu veux rajouter un petit dernier truc sur Pellegrini? Après, on va passer à l'effectif. Non, tu veux qu'on enchaîne sur l'effectif? Ouais, c'est sur l'équipe actuelle. Allons-y. Et fonçons sur l'équipe actuelle. On va rappeler un petit peu à ceux qui n'ont pas trop suivi le Betis cette année. Il ressemble plus ou moins au Betis de l'an dernier, mais du coup pas avec le même coach sous Saoulette. Mais il y a quand même beaucoup de joueurs super intéressants. Ouais, déjà, quand Val parlait d'équipe complète et d'équipe joueuse qui sait à peu près tout faire, on le voit. Cette année, cette saison, il y a eu 18 buteurs différents. C'est un des clubs qui est le meilleur là-dessus. Et offensivement, c'est la deuxième attaque. Je crois qu'ils ont 45 buts en 24 journées de Liga. En termes de tirs cadrés, c'est l'équipe qui est première en termes de pourcentage de tirs cadrés. Ils ont cadré plus de 37% de leur frappe. À tous les épisodes, on a le droit au petit point stat de Flo. Moi, ça me plaît un petit peu, c'est toujours le petit point statistique de Flo. Exactement. Mais effectivement, tu le dis, l'année dernière... C'est bien, ça se situe dans le championnat. L'année dernière, tu parlais de la continuité. La première saison de Pellegrini, ils vont terminer 6e. Et c'est surtout en fait cette deuxième partie de saison sur le début de l'année 2021, où ils font 2 défaites sur les 22 dernières journées, ce qui est complètement ahurissant. Et je crois que jusqu'au mois de novembre 2021, le Betis était l'équipe en Europe qui avait perdu le moins de matchs. Est-ce que Pellegrini était déjà là? Pellegrini était déjà là, il a fait saison 2020-2021 et là c'est sa deuxième saison. Voilà, exactement. C'est la deuxième saison de Manuel Pellegrini. Et donc il y a ce côté où voilà, il a une équipe qui est très complète, et ce qui est très très important aussi, et c'est ce que le Betis n'avait pas forcément, c'est-à-dire que les limites financières du Betis aujourd'hui permettent d'avoir un effectif où on va pas beaucoup acheter, donc on va se baser sur des joueurs qu'on a déjà, on va continuer à les développer, on va essayer de les fidéliser, de les faire rester. Nabil Fekir vient de prolonger, Canales vient de prolonger, Pellegrini lui aussi vient de prolonger, et au final aujourd'hui on arrive avec quelque chose où le Betis est toujours engagé dans 3 compétitions. Europa League, demi-finale de Copa del Rey, 3e de Liga, et le Betis a un effectif de 20 joueurs, ce qui lui permet de largement faire tourner, et il y a très souvent cette rotation. Alors on a des joueurs qui reviennent très souvent. On rappelle par rapport à ce que tu viens de dire par rapport à l'argent que le Betis c'est un budget de 100 millions, ce qui est pas énorme, c'est un petit peu moins que le Stade Rennais par exemple en France. Quand on dit un budget de 100 millions, c'est pas 100 millions d'euros sur le marché des transferts. C'est un budget général sur l'année de 100 millions, donc ça ressemble peu ou prou au Stade Rennais en France. Donc en France le Stade Rennais c'est 5 ou 6e budget français. Voilà, le Betis c'est en Espagne c'est encore plus bas. Est-ce que juste, je sais qu'on le fait pas souvent quand on fait des équipes parce qu'on s'attarde souvent sur la manière de travailler, de la direction sportive, etc. Là on l'a pas fait, donc je vais profiter de ce temps qu'on a. Est-ce qu'on peut se faire une espèce de revue d'effectifs, de l'effectif type, parce que ça va peut-être mettre dans la tête des gens qui nous écoutent l'équipe qu'on a sous la main, parce qu'il y a plein de joueurs super intéressants. Flo, est-ce que tu veux un peu nous parler des joueurs qui composent cette équipe type entre guillemets, parce que ça tourne un peu, c'est aussi la force de Pellegrini, c'est d'avoir un turnover qui marche et qui stabilise. Exactement. Même déjà au niveau des gardiens. Même au niveau des gardiens, parce que Bravo à 38 ans, il est souvent blessé, donc il alterne avec Rusilva. On a Hector Bellerin qui est titulaire à droite, on a Youssouf Sabali, ancien de donc Bordeaux. il pourrait pas rester très longtemps. Exactement. On a Youssouf Sabali qui est enfin parti de Bordeaux. En défense
central, on parlait de joueurs costauds et référencés, même s'ils n'ont jamais été au top niveau. C'est Pezzella, Bartra, qui alterne aussi avec Gonzalez, qui peut jouer aussi au milieu de terrain, au milieu défensif. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément tout suivi de la carrière de ces joueurs-là, il faut aussi dire que Marc Bartra, nous, on dit un peu, il n'a pas passé ce plafond de verre, parce qu'on l'attendait potentiellement à une époque titulaire indiscutable au Barça, etc. Ça reste une grosse valeur sûre en Espagne. Ouais, on est il sur est un passé très par bon- Dortmund après. Oui, voilà, enfin, on est quand même sur un bon joueur. C'est un de très foot. bon joueur. On a William Carvalho et Rodriguez, on parlait de Rodriguez tout à l'heure au milieu, avec toujours derrière Guardado qui est un peu le vieux de la vieille de cet Et effectif. si je peux juste embrayer sur Canales, avec mon grand âge, moi je l'ai vu sortir de Santander. Il signe au Real direct. Canales, c'est un Pastore sorti de Palerme, avec toute l'élégance qui va avec toute la technique qui va avec une lecture du jeu qui est absolument hallucinante. Ce mec-là, je sais pas si effectivement il y a ces 3 blessures qui sont impossibles à gérer, mais c'est peut-être un des plus gros gâchis de l'histoire du foot. Et en fait, il y a quelque chose de jouissif dans cette équipe du Betis, tout comme c'est jouissif de voir Nabil Fekir évoluer en 10 et proposer un niveau de jeu aussi impressionnant. C'est que ce gars-là, il avait tout pour tout éclater et pour être un des meilleurs joueurs du monde. Et il y a vraiment un kiff. C'est comme si en fait Pastore, en quittant Paris et en signant à la Roma, et ça ferait un bon et si Pastore ne s'était pas blessé, un peu comme Gourcuff, en quittant Paris et en signant à la Roma, s'était mis à redevenir le Pastore qu'on a tous fantasmé, qu'on a tous espéré. Et rien que ça, en fait, ça fait qu'on est obligé de s'attacher à cette équipe du Betis qui propose quelque chose. On a un peu un côté cours des miracles sur ce Betis-là. Donc, juste pour finir vite, du coup, on avait ce double pivot. On avait Canales, Fekir et qui est-ce qui joue Et Juanmi, qui a Juanmi. tendance à partir beaucoup de son côté pour venir épauler l'attaquant de pointe qui est Borja Iglesias, qui retrouve enfin son niveau de Borja l'espagnol. Iglesias aussi, c'est ça. Exactement, c'est qui avait eu un petit peu de mal au début, qui profil. retrouve son niveau de l'espagnol et qui est bien épaulé aussi, notamment en Coupe d'Europe, on l'a vu ce soir, par William José, l'ancien de la Real Sociedad. Et Christian Tello aussi qui était en situation d'échec. Exactement, Et après, un petit c'est joueur aussi que que. le même genre de style. Et William Rosset qui est le meilleur pote de Neymar, soit dit en passant. Il y a un autre joueur que moi j'aime beaucoup Diego. dans cet effectif, c'est Diego Lainez, qui est un petit Mexicain de 21 ans. Il m'a fait très peur à l'époque où Rennes a éliminé le Betis Séville en Europa League. Dès qu'il est rentré, il nous faisait très peur. Mais il sur joue les ses premiers premiers matchs pro C'est à 16 ans. un joueur qui a du mal à confirmer, mais en vrai, je pense que s'il avait un Il petit a peu un plus de talent temps de jeu dans un autre club, il pourrait exploser. Ok, bon, on a vu un peu les forces en présence, on a cité un peu des noms qui vont parler à tout le monde et qui vont donner l'eau à la bouche à certains, peut-être d'aller regarder de plus près cet effectif-là. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut envisager pour ce club-là? Parce que on a vu ce qu'on a dit un peu avec la Real Sociedad, donc c'est un peu planté. Là, on est en train de parler du Betis, on espère qu'ils vont pas se planter. Pour l'instant, ils sont 3e de Liga, derrière le FC Séville et le Real Madrid. Qu'est-ce qu'on peut envisager à l'avenir? Parce que mine de rien, on a quand même vu que c'est pas comme si ça bossait très sérieusement dans ce club-là, qu'on est un peu sur un hasard, parce que Pellegrini fait du bon taf. Donc est-ce qu'on peut vraiment envisager un avenir radieux à nos amis du Betis? Moi, avant que je laisse la parole aux autres, il y a 2 choses que je souhaite, c'est que Nabil Fekir reste dans ce club et ne parte pas ailleurs. Cette année, il est sensationnel, il est à 9 buts, 9 passes D. Pellegrini l'a complètement libéré, c'est le joueur qui... Il ira au Barça, il se plantera, vous l'aurez entendu ici je en n'espère premier. pas, c'est le joueur qui est premier en Liga en termes d'actions menant au but. Il a plus de 5 actions et demie qui mènent à un but. C'est le joueur le plus utilisé du club, c'est le joueur qui obtient le plus de fautes en Liga. Enfin, il est absolument stratosphérique, donc il faut Je qu'il crois reste. qu'il est quasiment considéré comme le 2e meilleur joueur Ouais, de la ah oui, saison, donc c'est- derrière Karim Benzema et Et- peut-être Vinicius. Et Pellegrini lui a rendu la liberté parce qu'il était un petit peu irrégulier, il choisissait ses matchs à ses débuts au Betis. Et au final, là, Pellegrini, en lui rendant ce rôle de 10 complètement libre, voire de 9,5 parfois, il fait ce qu'il veut. Et quand il fait ce qu'il veut, Nabil, sur un terrain, c'est plutôt costaud. Et l'autre truc que j'espère à l'avenir, je me fous des résultats du Betis, c'est que Joaquin, qui a des actions du club, On n'en a pas parlé. devienne président. Parce qu'on n'a pas parlé de Joaquin, qui a Ouais, 40 on ans, en a qui est pas toujours là, qui était titulaire Qui va contre le remplir Zénith. sûrement une saison. Exactement. Qui était titulaire contre le Zénith. Et il faut absolument à l'avenir que Joaquin devienne le président du club. Toi, Val, plus que ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu prédis? Moi, je suis pas très optimiste non plus. J'ai un petit peu creusé le sujet quand on a discuté justement avec Fabrice du compte Betis On France. remercie d'ailleurs du Qu'on temps remercie qu'il a passé. évidemment. Ouais. Mais en fait, j'ai essayé de trouver des perspectives des perspectives un peu positives pour se dire c'est un club qui va enfin réussir à se stabiliser. Et en fait, aujourd'hui, contrairement au club dont on a parlé un petit peu depuis le début de l'année, il n'y a pas une cellule de recrutement méga poussée. Alors il y en a une, mais il n'y a pas d'innovation particulière. Alors ça n'empêche pas de réussir de temps en temps, mais j'ai l'impression quand même que dans le football moderne, il faut quand même que pour pouvoir persister au plus haut niveau, il faut quand même qu'il y ait une espèce de direction sportive, soit au niveau de la cellule de recrutement, soit au niveau du centre de formation, ou alors
si on veut envisager une espèce de stabilité, avoir un coach qui est performant. Donc ça, ils vont l'avoir, la stabilité, sur les 2-3 prochaines années, parce que Manuel Pellegrini est un très bon coach, mais je les vois pas aller beaucoup plus loin tant qu'ils n'arrivent pas à s'armer d'une vraie cellule, d'un vrai centre de formation, d'un truc, un truc vraiment pertinent qui va donner une vraie plus-value à ce club, même s'il y a quand même un backup historique, culturel, qui fait aussi la force de ce club-là. Et c'est ce que nous disait d'ailleurs aussi Fabrice, c'est que la Real Sociedad B, qui est plutôt l'équipe des jeunes, va très mal. Le Betis B. Putain, je suis pas concentré. Le Real Betis. Je pense que t'es un peu déboussolé Real par le Betis niveau d'espagnol Balompié. de Flo. Ouais, c'est ça, ça m'a perturbé. Je me suis dit, mais qui est-il? Est-il bilingue? Le Betis B va très mal, l'équipe des jeunes va très mal. Et c'est ce que tu disais, c'est que voilà, c'est un club qui nous semble de prime abord très mal structuré, même si en ce moment il nous régale, qu'on se dise. Si on en parle, c'est parce qu'il nous régale en ce moment de par leur jeu et de par leurs joueurs. Mais donc, on ne leur prédit pas forcément un grand avenir, en tout cas au moins tous les trois. Peut-être que Alex, toi, tu vas être plus optimiste que nous. Bah, peut-être pas plus optimiste, mais il y a quand même il y a Ah, une parce que tu chose sais pas où tu seras dans qui 2-3 ans, Alex, toi. il y a un truc qui me rassure un peu, c'est le fait qu'ils ont prolongé tout le monde et que du coup le projet a l'air de s'installer un peu sur la durée. L'autre chose, c'est qu'effectivement, mais plus dans le négatif, c'est que Pellegrini, on a l'impression que ça dépend un peu de lui. En fait, ce Betis, il me fait vachement penser à l'OM version Dreyfus. Il me fait penser à pas mal de clubs de Ligue 1 où on se dit qu'il y a eu pas mal de bonnes pioches sur un moment, mais que c'est un peu le fruit du hasard, quoi. Et que tant mieux s'ils arrivent à kiffer cette année, et peut-être que l'année prochaine ce sera aussi intéressant. Mais c'est vrai que c'est dur de se projeter parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils ont mis en place des structures qui permettraient au club de rester en bonne position au classement dans les années à venir. Comme vous l'avez compris, par rapport au dernier sujet d'émission qu'on a fait, on est moins optimiste par rapport aux Betis sur les prochaines années, même si en ce moment on les adore, mais c'est peut-être leur chance d'ailleurs, parce que tous les derniers clubs qu'on a traités et on était très optimistes, ils se sont plus ou moins vautrés à court et moyen terme. Sauf Bordeaux, on avait dit que c'était nul et ils continuent à être nuls. Ouais, donc ça fait plaisir, là-dessus. ça fait plutôt plaisir. Mais donc voilà, c'était la chance du Betis, peut-être qu'ils vont nous faire mentir, on l'espère en tout cas. Ce qu'on espère surtout, c'est qu'on vous a donné envie de suivre de plus près cette équipe, parce que en tout cas, on est optimiste sur les 5 prochains mois, sur la fin d'année. Notre dernier sujet avec la Real Sociedad, ça n'avait pas été super chanceux, parce que depuis qu'on en a parlé... En fait, on avait quand même dégagé une tendance sur la formation, etc. de la Real Sociedad. Oui, c'est vrai. Mais depuis la Real Sociedad s'est fait torcher 4-0 en Copa par le Betis. Ça se vaut trop bien. Mais bon, voilà, on espère une meilleure fortune pour nos amis du Betis. En tout cas, n'hésitez pas à regarder un peu plus de près ce qu'ils proposent. Ils ont fait quoi en Europa ce soir? Ils ont gagné 3-2 contre le Zénith. Ils ont gagné 3-2 au Zénith. Et franchement, vous trouvez pas que j'ai quand même été soft sur le Petit Prince de Vaux-en-Velin? C'est même moi qui ai sorti les stats, tu vois, je pensais que t'allais les sortir de toi-même. J'ai été plutôt calme, non? Limite, je trouve qu'on en a pas assez parlé. Je crois que Val connaît aussi mon amour pour Nabil. Moi aussi, je suis complètement amoureux de Nabil, je l'adore. Allez, on finit là-dessus. Rapport au Betis, on vous encourage vraiment à regarder de plus près que ce soit leur match en Liga ou à les suivre en Europe. Et ils sont encore engagés en Copa del Rey. Fabrice nous disait que ça faisait très longtemps qu'ils n'étaient pas engagés en compétition en même temps, depuis si longtemps. Donc suivez-les de plus près. Et du coup, les gars, on passe à vos chroniques. Les gars, on en vient à vos chroniques. Petit passage obligé de fin d'émission. Je commence par Alex. Le temps est toujours précieux avec lui. Tu vas nous parler du dernier bouquin d'un grand auteur contemporain, Patrice Evra. Petit préambule sur le livre dont tout le monde a entendu parler. C'est un bouquin qui est absolument phénoménal. Il y a eu beaucoup de chroniques, beaucoup de débats à propos de ce livre, mais franchement, je vous assure que c'est un livre sur l'intérieur du foot avec autant de sincérité. Vous trouverez pas mieux pour vous décrire la vie dans les clubs, la vie à Manchester, la vie à Nice, la vie à Marseille. J'arrive pas encore à savoir s'il déconne ou pas. Non, vraiment, je vous promets, je suis extrêmement sérieux. Je vais pas vous résumer l'intégralité du livre, ça aurait pas de sens et j'ai pas envie de vous spoiler les passages savoureux, mais il y a d'abord un point qui saute aux yeux et ça dresse assez bien le portrait du personnage principal. Tu noteras, Jules, que je n'ai pas dit l'auteur parce que quand on lit le bouquin, on se doute bien que c'est pas Evra qui l'a écrit, mais c'est évidemment le portrait de Patrice Evra que j'ai un peu envie de dresser ici. Et le premier point frappant du livre, et je pèse mes mots, c'est la violence de ce mec. Il a eu une enfance extrêmement difficile, il le raconte avec des mots qui sont forts, qui sont très puissants.
Il parle du viol qu'il a subi en étant enfant par le directeur de son école. Il parle de ses années passées à dealer du shit. Il parle de la violence ultra présente aux Ulysses, la banlieue où il a grandi. Et en lisant ce livre, on a le sentiment que ça l'a suivi toute sa vie. Finalement, Evra, c'est l'impulsivité à l'état pur. Il tourne parfois ça à la dérision en expliquant que ce qu'il dit est pas sérieux. Il explique à Pierluigi Frosio, son entraîneur à Monza, qu'il va casser les jambes d'un autre joueur à l'entraînement s'il n'est pas titulaire. Il menace un médecin de le tuer si il insiste auprès du coach pour le faire sortir après une blessure pendant un match. Il raye la voiture de son coach à Nice qu'il n'a pas mis titulaire. Bref, Evra, on a l'impression, surtout au début de sa carrière, que c'est une bombe humaine, quoi. En plus de ça, parfois il passe aux actes. Il y a un match notamment contre Chelsea où il déclenche une bagarre générale après un accrochage avec un stadier. C'est une scène surréaliste. Ça fait la une, vous vous doutez bien, des JT, des tabloïds en Angleterre. On se rappelle aussi du high kick qu'il avait mis à un supporter marseillais. Mais en fait, dire que la vie d'Evra ne se résume qu'à ça, c'est un raccourci délirant quand on lit ce livre. Evra, c'est un homme de vestiaire exceptionnel. Et vraiment, je pèse mes mots. Je sais que c'est lui qui a écrit ce bouquin et que forcément, c'est ses propos et qui doivent être interprétés, qui doivent être remis dans le contexte. Mais il y a des choses qui ne montent pas. Et en fait, je me dis qu'il n'y a que dans le foot que Evra pouvait s'épanouir autant dans sa vie. Et c'est là où sa description du foot de très haut niveau, elle est ultra pertinente. Et c'est pour ça que j'encourage tout le monde à lire ce livre. Parce que en fait, supporter le très haut niveau et notamment le niveau qui est imposé à Manchester United, je ne veux pas vous faire de la psychologie de comptoir, mais finalement, la vie d'Evra, elle le ramène en permanence à son passé. C'est un homme à fleur de peau et il réagit tout le temps comme s'il était menacé. On dirait que chez lui, la première réaction face à une situation, c'est la violence. Et le plus délirant pour lui, c'est que c'est absolument normal. Il s'excuse à chaque fois. C'est-à-dire qu'il a quand même cette lucidité de revenir sur ce qu'il a fait. Par exemple, quand il parle du médecin et qu'il explique qu'il l'a menacé de le tuer s'il continuait d'insister auprès de l'entraîneur pour le faire sortir. Après, il va s'excuser. Le médecin le fixe en lui disant « Mais Pat, tu t'as quand même menacé de me tuer. » Et lui, il a un recul vis-à-vis de ça. Enfin, vraiment, c'est pas la même perception des mots. Les mots n'ont pas la même valeur dans sa bouche. Et là où il est vachement paradoxal, c'est que il y a effectivement, je pense que le foot et le haut niveau qui pouvaient le combler autant dans sa vie, c'est que Manchester et Ferguson ont fait d'Evra l'homme qu'il est. Il a des descriptions sur le club de Manchester qui sont hallucinantes, où Ferguson gère les volontés d'Evra de départ à Madrid d'une manière, et en fait, il crée un désir autour de l'entité de Manchester où tout le monde rentre dans une aliénation et tout le monde devient passionné par ce club. Finalement, ce que je veux vous dire à travers cette chronique, c'est déjà que ce bouquin est absolument génial. Et tu vois, Jules, il n'y avait aucune ironie dans ce que je disais au départ, mais aussi que vous allez entendre et lire des choses que vous lirez nulle part ailleurs. Et pour finir, parce que c'est un peu ce qu'on cherchait tous en fait quand ce bouquin est sorti, c'est de savoir la finalité sur Naïsna, qu'est-ce qui s'était passé, est-ce que les joueurs sont fautifs, est-ce que Domenech est vraiment la pire ordure de la Terre ? Bon, ça personnellement, je pense que oui, Domenech est vraiment un mec sordide, mais Evra, à ce moment-là, il a eu une responsabilité qu'il n'était pas en mesure d'assumer. Et franchement, après avoir lu son bouquin, je dis pas ça avec aigreur, parce qu'en lisant ces mots, on comprend qu'il a tout fait pour que les choses se passent bien, mais il était incapable de gérer tout ce merdier. Et pour finir, je vous encourage tous donc à lire ce livre I Love This Game. Vous avez beau avoir l'impression d'avoir tout entendu sur le bouquin, d'avoir lu toutes les anecdotes qui existaient, mais il n'y a qu'en le lisant que vous arriverez à rentrer dans la tête de ce mec qui est franchement un peu détraqué, mais qui a une sincérité et qui va vous faire redécouvrir le foot. Merci beaucoup Alex, merci d'avoir essayé de réhabiliter le personnage Patrice Evra. C'est vrai qu'on n'entend que des extraits télé de lui, mais que ça vaut le coup d'entendre ce qu'il dit dans son bouquin. On essaiera de vous le faire gagner d'ailleurs ce bouquin-là, je ne sais pas si ce sera possible, on verra avec les éditions Hugo Sport, mais on essaiera de vous le faire gagner à la fin de l'émission sur nos réseaux sociaux. Après cette petite promo d'Alex, on précise qu'il n'est ni payé par les éditions Hugo Sport ni payé par Patrice Evra, hein. Ça sort du cœur, de son vieux cœur rabougri de fumeur de 98 ans. Après, peut-être que Evra cotise pour payer la retraite d'Alex. Oui, c'est possible que Evra cotise pour la retraite d'Alex. On va passer à toi, Flo, toi qui dénonce, toi qui crie souvent à l'injustice, toi l'engagé.
toi l'homme de la société civile, tu voulais nous parler des clubs à la politisation forte, les clubs avec une grosse idéologie. Je crois que c'est ce qui parmi les choses qui m'attire le plus dans le football, la politisation, les histoires de derby, l'idéologie. Si je vous dis Berlin et Hambourg, évidemment, vous me rétorquez qu'il s'agit De la Seconde Guerre mondiale. Des villes allemandes. des deux plus grosses villes d'Allemagne, effectivement, des deux plus grosses villes d'Allemagne qui sont séparées de 300 km. Et pourtant, je vais vous prouver que deux clubs de ces deux villes sont finalement si proches idéologiquement qu'on pourrait presque parler de derby. Alors je suis désolé, mais je vais encore commencer rapidement ma chronique sur ce singulier club qui est l'Union Berlin, qui vit actuellement sa 3e saison consécutive en Bundesliga et dont je vous avais déjà parlé de l'idéologie, héritée notamment de l'ancienne RDA dont elle est l'ancien club, et de son opposition d'alors à la Stasi, des valeurs portées par ses supporters, marquées très à gauche par leurs actions sociales, notamment comme lorsqu'ils avaient bénévolement participé aux travaux de rénovation de leur propre stade. Des supporters également qui critiquent au passage très vertement le foot business incarné par la Bundesliga et l'UEFA, ce qui pose d'ailleurs à ces supporters un vrai cas de conscience suite à la montée du club dernièrement en Boulie et la participation à l'Europa League Conférence. Mais ce mardi 1er mars, il ne sera pas question de championnat ni de Coupe d'Europe, mais bien de quart de finale de Coupe d'Allemagne puisque l'Union reçoit un vieil ami avec des valeurs plutôt communes, St. Pauli, évidemment, pour une sorte en fait de derby des clubs alternatifs. Avant l'accession de l'Union à l'élite du foot allemand il y a 3 ans, St. Pauli c'est d'ailleurs le plus connu de ces deux clubs, notamment pour son ancrage politique très à gauche et les valeurs qu'il porte au cœur de St. Pauli, qui est aussi le nom du quartier rouge et underground de la ville d'Hambourg. Un club ouvertement punk, excentrique, anticonformiste, antifasciste et antilibéral, notamment avec son fameux drapeau arc-en-ciel que banniraient probablement l'UEFA et la FIFA en soutien aux communautés LGBT et qui est également frappé d'une tête de pirate, chose assez cocasse. Des idées qui sont également suivies d'actes puisque le club a fait installer des conteneurs aménagés dans le quartier afin de permettre aux sans-abri de s'abriter et de se doucher, ou encore lorsque le club à nouveau avait ouvert les portes de son stade lors du G20 2017 à Hambourg, notamment pour les militants et les opposants à la grande messe politique. Mieux encore, face à l'arrivée de nombreux migrants en 2015 en Allemagne, St. Pauli a décidé de créer un club du doux nom de FC Lampedusa, une équipe de foot fournie, aidée et financée par le club et notamment par ses fans, composée uniquement de migrants. Une équipe qui au final aura largement dépassé le cadre sportif bien évidemment, le club devenant alors un vrai moteur d'intégration pour des milliers de réfugiés en participant à leur insertion professionnelle, culturelle, linguistique ou encore administrative. Un militantisme qui peut aussi avoir un aspect sportif et un impact sur le sportif, comme en 2019 lorsque le joueur turc du club Cenk Sahin exprime son soutien à l'armée turque d'Erdogan en conflit alors en Syrie face aux forces kurdes. Une prise de position qui ne passe pas auprès d'un club anti-guerre et anti-impérialisme, notamment auprès de la charte du club, ce qui va entraîner par la suite l'éviction du joueur qui ne portera plus jamais les couleurs du club. Enfin, très récemment, la direction avait souhaité trouver un équipementier équitable et respectueux de l'environnement. Le club a alors décidé de lancer sa propre marque face à l'impossibilité d'en trouver un, DIIY. C'est d'ailleurs sur ce sujet marketing que des querelles ont pourtant éclaté entre St. Pauli et l'Union Berlin au cœur des années 2000. Puisque Upsolit, qui était un équipementier allemand, avait longtemps utilisé le symbolique Jolly Roger. Le Jolly Roger, c'est le nom du drapeau pirate qui était historiquement utilisé par St. Pauli. Et St. Pauli avait en fait cédé 90% de ses droits pour ce drapeau pour éviter une banqueroute du club en 2004. Sauf que la justice est revenue sur cette décision et a condamné la marque Upsolit pour un contrat non équitable et immoral, ce qui a permis au club de racheter l'équipementier qui était alors le fournisseur de l'Union Berlin. Ce qui fait qu'en fait, St. Pauli touchait de l'argent sur chaque vente des maillots et des produits dérivés de l'Union Berlin. Donc vous imaginez bien que la direction de l'Union, évidemment, on a eu un petit peu marre à essayer de dénoncer le contrat, mais au final, ce différend, il est très léger dans l'histoire des deux clubs qui ont une vraie amitié, notamment entre les supporters et l'idéologie de ces deux clubs. Et on peut vraiment parler de deux clubs alternatifs qui, en fait, aujourd'hui, de par leur prise de position, tentent de prouver que dans un foot business toujours plus libéral et déconnecté de la base de ses supporters et de la base de ce qu'est le foot, permet en fait de montrer qu'une autre voie est possible. Alors face au projet de Super League, à quand une Super League entre St. Pauli, le Red Star, l'Union Berlin, le Forest Green Rovers, le Beşiktaş, Livourne ou encore l'Étoile Rouge de Belgrade? C'est incroyable cet accent espagnol qu'il nous a fait pendant tout le truc. J'ai l'impression qu'il disait Sampaoli depuis le début de l'émission. J'ai l'impression qu'il se fait l'andalou n'est pas pour moi. L'andalou n'est pas pour moi. Du coup, après notre ami andalou qu'on appelle Florisca dans le milieu et non pas Flaria Lisca, passons à un autre espagnol, Val, pour finir. Tu voulais faire un petit zoom rapide, une sorte de mini poteau carré sur un autre club, un club de première ligue, le Southampton de Ralph Hasenhüttl. Exactement, parce que
peut-être que comme moi vous étiez passé à côté de l'information, mais le mois dernier le club de Southampton a été racheté par un nouvel investisseur. Alors posons un petit peu le contexte avant de rentrer dans les détails. Vous le savez, Southampton c'est ce club historique du sud de l'Angleterre qui est en première ligue depuis maintenant une dizaine d'années et qui s'est démarqué dernièrement, notamment à travers sa politique de formation qui était très intéressante. Et depuis 2017, c'était un homme d'affaires chinois, un certain Gao Jisheng, qui détenait près de 80% des parts du club. Le problème, c'est que c'était quelqu'un qui n'était pas particulièrement apprécié au club. Déjà parce qu'il a jamais investi plus qu'au moment du rachat du club, il a jamais mis de l'argent dans le club. Alors c'est certes pas une obligation, mais le fait de ne faire aucun effort financier évidemment ne facilite pas les choses, enfin ne facilitait pas plutôt les choses. On peut rajouter à ça le fait qu'il était quasiment jamais là, qu'il avait très peu d'interaction avec le club et les supporters, mais surtout il a été accusé plusieurs fois de faire stagner le club. Vous qui êtes des suiveurs plutôt avisés de la première ligue, vous vous rappelez qu'il y a quelques années, Southampton c'était un club en pleine expansion avec des coachs et des formateurs qui étaient très intéressants, notamment Mauricio Pochettino, Ronald Koeman, Claude Puel, et ils avaient des joueurs qui étaient très talentueux, qui étaient souvent formés au club et revendus très cher. Parmi eux, Oxlade, Walcott, Bale, Mané, Lallana, Shaw ou Van Dijk par exemple. Dusan Tadic. Dusan Tadic, ouais, Sadio Mané. mais qui n'était pas formé au club. Et je l'ai dit, Sadio Mané. Et d'ailleurs, il n'était pas formé au club non plus. C'était ça qui avait permis au club de se former une vraie identité. Et depuis 2017, on a l'impression que cette politique de formation a littéralement été mise en stand-by au profit d'une politique de transfert un petit peu douteuse. Pêle-mêle, certains des plus gros transferts depuis l'arrivée de Gao Jisheng, c'est Vestergaard, Guido Carrillo, El Younousi, Lemina, Gabbiadini. Tous ces transferts qui auront coûté en moyenne 20 millions d'euros chacun au club et qui ne l'auront pas vraiment façonné. Donc autant... Diallo. Pablo Osvaldo. Voilà, exactement. Autant vous dire que la nouvelle du rachat n'a pas déçu grand monde sur la côte anglaise. Surtout que le nouveau propriétaire n'est pas n'importe qui, puisque c'est la société d'investissement Sport Republic qui a racheté les parts pour un montant de 120 millions d'euros. Sport Republic, c'est une société d'investissement qui investit dans le sport. Et c'est une société qui est financée par un milliardaire serbe qui s'appelle Dragan Solak, qui est donc le nouveau président de Southampton. Dragan Solak, c'est un homme d'affaires qui a fait fortune en créant une entreprise de télécommunications, initialement en Serbie, et puis ça s'est élargi ensuite à plusieurs pays d'ex-Yougoslavie. Il faut savoir que c'est quand même le troisième homme le plus riche de Serbie et qu'il n'est pas vraiment apprécié par le gouvernement là-bas, puisqu'il a tendance quand même à défendre ce qu'on appelle la liberté de la presse, qui est un concept un peu flou dans ces pays-là, et à essayer de maintenir une certaine forme de démocratie dans son pays et dans les pays voisins. Et donc ça, c'est forcément quelque chose qui n'est pas spécialement apprécié par les dirigeants et donc pas forcément apprécié par les autres médias qui sont souvent des médias d'État. Bref, revenons plutôt au côté sportif, parce que de ce côté-là, c'est intéressant puisque Dragan Solak n'arrive pas seul au club, il arrive avec une équipe de gens compétents, et notamment un homme qui s'appelle Rasmus Ankersen. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est lui qui... Tu rigoles, j'adore. Voilà. J'adore. Ah bah non, mais... Cycliste de la Rabobank. Non mais je rigole, c'est le genre de mec que tu aurais pu connaître parce que Rasmus Ankersen, jusqu'en juillet 2021, c'était le directeur sportif du club de Brentford, un poste qu'il a occupé pendant près de 6 ans. Alors ceux qui ne connaissent pas forcément le club de Brentford se demandent un peu où est-ce que je vais avec cette information, mais bon voilà, le club de Brentford c'est un club qui est remonté en premier l'année dernière après plus de 75 ans d'absence, et c'est un club qui a notamment performé grâce à un système de recrutement et de détection de joueurs ultra performants basé sur la data. Et donc Rasmus Ankersen, c'est lui qui avait lancé et mis en œuvre toute cette politique à Brentford et qui avait même exporté l'idée de ce système au club de Midtjylland en Norvège, qui est devenu un club satellite de Brentford. Autant vous dire que c'est quelqu'un qui connaît plutôt bien le monde du football. Et d'ailleurs, les nouveaux propriétaires ont d'ores et déjà annoncé que leur investissement ne se cantonnerait pas uniquement au club de Southampton, mais qu'il y avait déjà une stratégie beaucoup plus large mis en place, avec l'idée de mettre en place des clubs satellites, comme on en a déjà discuté dans Poteau Carré, et comme ce qui avait été fait à Brentford. Donc vraiment, je pense que c'était une idée qui venait de ce fameux Rasmus Ankersen. Bref, au-delà d'un simple investissement financier, les suiveurs du club semblent être plutôt ravis de cette situation, puisqu'ils semblent avoir trouvé des investisseurs qui ont envie de s'approprier la vraie ADN du club, celle qui a fait de Southampton un club référencé de première ligue, avec de la formation, un entraîneur intelligent et une politique de recrutement sensée et dans l'air du temps. Donc autant vous dire qu'il y a une petite chance pour que Southampton soit un de nos prochains sujets dans Poteau Carré, peut-être même l'année prochaine, une fois que tout sera été mis en place au niveau du mercato d'été. Encore plus si Ralph Hasenhüttl, dont on en avait parlé, même s'il n'est pas allemand, dans l'école des coachs allemands, oui, qui a été formé là-bas, reste en place. Merci les gars pour vos chroniques. Merci à tous de nous avoir suivis une fois de plus. Les troupes grandissent de semaine en semaine. La team 11e art s'agrandit. Alors merci à vous, ça compte énormément. On revient vite avec plein de nouveaux sujets, plein de nouveaux formats, notamment très vite un nouvel épisode filmé de Top Thème avec Flo et moi-même, votre humble serviteur. On classera les joueurs les plus élégants, thème ô combien subjectif.
et un nouveau format qui va commencer sous la houlette de Val, cramponné, avec un épisode à paraître prochainement. Et cette fois, il sera vraiment en place parce qu'on l'avait annoncé déjà dans la dernière exactement, émission. mais Il a pris un peu plus de temps que prévu. Il arrive. Il est là la semaine prochaine. Il arrive très vite. Bref, restez connectés, restez à l'écoute. Si vous vous posez la question ô combien philosophique, qu'est-ce que je vais faire de tout cette oseille, n'hésitez pas à nous faire un don sur Tipeee. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas que le foot c'est qu'un jeu, on fait pas décoller des fusées, c'est pas une raison valable de poirer votre beau-frère. Il a drop the mic après ça.